Ma propre famille a organisé une intervention pour me renier, pour le bien de la famille, dommage pour eux, ils ne savaient rien de l'entreprise secrète que je possédais. Je m'appelle Zora Banks, et à 32 ans, j'étais censé avoir touché le fond. Ma famille a organisé une intervention, non pas pour m'aider, mais pour m'effacer de leur vie. Ils m'ont tendu un stylo et m'ont dit de renoncer par écrit à mon droit d'aînesse sous peine d'être renié à jamais. J'ai regardé mon père, Otis, et ma sœur, Tasha, qui souriaient d'un air narquois dans leurs vêtements de marque. Ils pensaient couper une branche morte. Ils n'avaient aucune idée qu'ils déclaraient la guerre à la propriétaire de la dette même sous laquelle ils étaient en train de se noyer. Avant de vous raconter comment j'ai racheté leur avenir pour une poignée de centimes, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été le mouton noir qui s'est transformé en loup. La vibration de mon téléphone contre l'établi métallique m'a fait l'effet d'une perceuse contre l'os de ma hanche. J'étais en train d'inspecter le moteur du tapis roulant de mon principal centre de distribution dans le sud d'Atlanta. De la graisse couvrait mes mains et la sueur faisait coller ma combinaison à mon dos. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai regardé l'écran. Un SMS de ma mère, Viola, est apparu. 3 mots qui ont arrêté mon cœur, papa crise cardiaque. Viens vite. Le monde a basculé sur son axe. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas changé mes vêtements de travail sales. Je n'ai pas prévenu mon chef d'équipe de mon départ. J'ai juste couru. J'ai sauté dans mon pick-up Ford vieux de 10 ans, celui avec le pare-choc cabossé et le moteur qui cliquetait comme un sac de boulons. J'ai conduit comme une folle dans les embouteillages d'Atlanta, l'esprit assailli d'images terrifiantes. Mon père et moi avions une relation tendue, mais il restait mon père. Je pensais à toutes les choses que je n'avais pas dites, à toute cette approbation que je cherchais encore secrètement à obtenir. La culpabilité me pesait sur l'estomac. J'aurais dû lui rendre visite plus souvent. J'aurais dû faire plus d'efforts. Je me suis engagé dans la rue de mon enfance, un quartier historique où l'image était primordiale et où les pelouses étaient tondues au millimètre près. C'est là que la confusion a commencé. Il n'y avait pas de gyrophare d'ambulance dans l'allée. Aucun ambulancier ne se précipitait par la porte d'entrée. Au lieu de cela, l'allée de la maison familiale était bloquée par 2 véhicules qui n'appartenaient certainement pas à mes parents, un Classe G blanc avec des plaques d'immatriculation temporaire et une Porsche argentée et profilée. Je les ai reconnus immédiatement. Ils appartenaient à ma sœur Tasha et à son mari Brad. Ou plutôt, ils appartenaient à la société de leasing que Brad utilisait pour projeter l'image d'un magnate de l'immobilier prospère. Je me suis garé n'importe comment sur la pelouse, le moteur ratant et s'éteignant dans un grand sifflement. J'ai sauté du véhicule, mes lourdes bottes de travail claquant contre le sol. Madame Higgins, la responsable de la surveillance de quartier, arrosait ses hortensias juste à côté. Elle s'est arrêtée et m'a dévisagé de haut en bas, son regard s'attardant sur la tache de graisse sur mon épaule et mes cheveux en bataille. Elle a reniflé bruyamment. Encore de retour pour demander de l'argent, Zora, lança-t-elle d'une voix dégoulinante de ce jugement propre aux petites villes du Sud, réservé aux moutons noirs. Je n'avais même pas le souffle pour répondre. Je l'ai ignoré et j'ai gravi les marches du porche en courant, ma clé tremblant dans la serrure. Papa, ai-je crié en franchissant la porte, m'attendant à le voir au sol ou peut-être dans un lit d'hôpital installé dans le salon. Je m'attendais au chaos. Je m'attendais à des larmes. Ce que j'ai trouvé ressemblait à un cocktail mondain. La climatisation tournait à plein régime, refroidissant la sueur sur ma peau. Un jazz doux s'échappait des haut-parleurs du système audio. Et là, assis dans son fauteuil en cuir préféré, se tenait mon père, Otis. Il ne se tenait pas la poitrine. Il ne luttait pas pour respirer. Il tenait un verre de vin rouge en cristal et semblait en parfaite santé. Ma mère, Viola, était assise sur le canapé à côté de Tasha, qui tapait activement sur son téléphone, probablement en train de mettre à jour sa story Instagram. Brad était appuyé contre la cheminée, faisant tourner son bourbon dans son verre, me regardant avec un mélange d'amusement et de dégoût. Le silence qui a suivi mon entrée était assourdissant. Je me tenais là, haletante, la poitrine oppressée, les mains encore tremblantes sous le coup de la panique du trajet. « Tu vas bien » ai-je chuchoté, la redescente d'adrénaline me donnant le vertige. « Tu n'es pas en train de mourir. » Mon père prit une lente gorgée de vin. Il ne daigna même pas me regarder. Il fixa la boue sur mes bottes qui tachaient le tapis perçant. « Nous devions nous assurer que tu viendrais rapidement » dit Otis d'une voix plate et dénuée de chaleur.
Si nous t'avions dit qu'il s'agissait d'une réunion de famille, tu aurais trouvé des excuses à propos de tes petites livraisons. C'était le seul moyen. Je sentis le sang me monter au visage, brûlant et piquant. Vous m'avez menti. J'ai cru que tu allais mourir. J'ai failli avoir un accident de voiture pour venir ici. Tasha leva enfin les yeux de son téléphone. Elle était impeccable dans une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon pick-up. Elle ridait le nez comme si elle sentait une odeur de pourriture. Mon Dieu, Zora, regarde-toi. On dirait que tu sors d'une benne à ordures. Tu n'as aucun respect pour toi-même? Nous avons des invités qui arrivent plus tard. Tu empestes la pièce. Brad lâcha un rire bref et sec. C'est l'odeur de la pauvreté, Tasha. Laisse-la. Tout le monde n'a pas ton élégance. Il s'approcha de moi, envahissant mon espace personnel. Il sentait le parfum coûteux et l'arrogance. Il m'examina de haut en bas, ses yeux bleus froids et calculateurs. Alors, c'est ça la grande urgence, dit Zora. Tu ressembles à un mécanicien. Est-ce vraiment le mieux que tu puisses faire à 32 ans? Je serrai les poings, retenant l'envie de lui dire que la mécanicienne qu'il méprisait venait de signer un contrat de 80 millions de dollars avec Amazon. J'ai combattu l'envie de lui révéler que ma petite entreprise de livraison était en réalité un empire logistique s'étendant sur 3 États. Mais j'ai ravalé la vérité. Il ne me croirait pas de toute façon. Et pour l'instant, j'avais besoin de savoir pourquoi il m'avait convoqué ici avec autant de cruauté. Pourquoi suis-je ici, demandai-je, ma voix se raffermissant. Si personne n'est en train de mourir, je m'en vais. Assieds-toi, Zora, ordonna ma mère, désignant une chaise en bois dur dans le coin, à l'écart des sièges confortables. Nous faisons une intervention. Nous ne pouvons plus te regarder embarrasser cette famille. Une intervention? J'ai failli rire. Habituellement, les interventions s'adressaient aux toxicomanes ou aux joueurs compulsifs. Mon addiction, apparemment, était le travail manuel et le fait de ne pas leur demander d'argent. Je m'assis, non pas pour obéir, mais parce que mes jambes se dérobaient. Otis posa son verre de vin sur le sous-verre. Le choc résonna dans la pièce. Nous avons pris une décision, Zora. Ton style de vie, ton manque d'ambition, ton refus de te trouver un mari ou une vraie carrière. Tout cela nous discrédite. Je suis diacre à l'église. Ta mère dirige la chorale. Tasha est une figure publique. Et puis il y a toi, qui conduis dans toute la ville dans un camion pour livrer des colis comme une servante. Ça s'arrête aujourd'hui. Ma mère, Viola, sortit un mouchoir en dentelle de sa manche et s'essuya des yeux parfaitement secs. C'est humiliant, Zora, gémit-elle d'une voix tremblante au théâtralisme bien rodé. Chaque dimanche à l'église, sœur Patterson me demande de tes nouvelles. Elle demande si tu as enfin trouvé un travail décent. Sais-tu ce que cela fait de mentir à une femme de Dieu? Je dois leur dire que tu es cadre juste pour sauver les apparences. Mais ensuite, ils te voient conduire ce tas de bourrouillés à travers la ville en combinaison de travail. Tu entaches la réputation que nous avons bâtie pendant 40 ans. Nous sommes un pilier de cette communauté, et tu es la fissure dans les fondations. Tasha pouffa de rire, rejetant son long et coûteux tissage par-dessus son épaule. Ce n'est pas seulement à cause de l'église, maman. C'est à cause de ma marque. Elle tendit son téléphone, montrant le flux en direct de sa dernière publication. Regarde ça, Zora. 100 000 abonnés. Des gens m'admirent. Je vends un style de vie de luxe et de réussite. Et puis il y a toi. La semaine dernière, un de mes abonnés t'a vu manger un sandwich sur le haillon de ton pick-up et m'a tagué en me demandant si ma sœur était sans abri. As-tu une idée du travail de contrôle des dégâts que Brad et moi avons dû faire? Regarde tes mains, Zora. Elles sont calleuses. Elles sont rugueuses. Les mains d'une dame devraient être douces. Tu ressembles à une ouvrière agricole, pas à une Banks. Je regardais mes mains. Elles étaient rugueuses, en effet. Oui, c'étaient les mains qui avaient bâti un réseau logistique à partir de rien. C'étaient les mains qui avaient câblé des serveurs, réparé des tapis roulants et signé des contrats qui feraient passer les revenus d'influenceuse de Tasha pour de l'argent de poche. Mais pour eux, ces mains étaient simplement laides. Brad s'avança, se plaçant au centre de l'attention. Il posa un dossier en cuir épais sur la table basse dans un bruit sourd. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi » demandai-je d'une voix basse. « Tout,
répondit Brad, les yeux brillants de cupidité. Nous devons liquider des actifs. Plus précisément, la maison de Big Mama. La maison que tu squattes. Squatteuse, répétai-je. Big Mama a laissé cette maison à nous trois, à papa, à moi et à Tasha. Je paie les impôts fonciers. Je paie les factures de services publics. J'habite dans le sous-sol pour économiser de l'argent, mais j'entretiens cette propriété. Tu occupes un actif de valeur, répliqua Brad calmement, ignorant totalement mes arguments. Et en ce moment, tu es le goulot d'étranglement. Nous avons rédigé un transfert d'actes. Tu vas céder ton tiers de la propriété à Otis. Ensuite, Otis utilisera l'intégralité de la propriété comme garantie pour obtenir le prêt pour Tasha et moi. Je regardais mon père. Tu vas hypothéquer la maison de Big Mama, son héritage, sur l'une des combines de Brad? Papa, tu sais à quel point elle a travaillé dur pour cette maison. Elle a récuré des sols pendant 50 ans pour acheter ce terrain. Ce n'est pas un pari, trancha Otis, le visage empourpré. C'est un investissement, quelque chose dont tu ne sais rien. Brad est un visionnaire. Il essaie d'élever cette famille. Tu es la seule à nous freiner. Tu es le maillon faible, Zora. Tu l'as toujours été. Tu es égoïste. Tu accumules ton petit chèque de paix pendant que ta sœur essaie de bâtir un empire. Vous appelez ça un empire? Dis-je en désignant Tasha. Elle se noie sous les dettes de cartes de crédit, papa. Je vois les avis de recouvrement dans le courrier avant que vous ne les cachiez. Tais-toi, hurla Tasha en se levant. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse parce que j'ai un mari qui prend soin de moi et que tu n'as rien. Brad l'interrompit d'un geste de la main. Il prit le document et s'approcha de moi, dominant ma chaise. Lis les conditions, Zora. C'est pour le bien de tous. Nous t'offrons une chance de te racheter. Cède la maison. Nous te donnerons 2 semaines pour quitter le sous-sol. Nous te donnerons même $500 pour le dépôt de garantie d'un appartement. C'est généreux de notre part, étant donné que tu as vécu sur notre charité pendant des années. De la charité. J'avais remboursé l'hypothèque anonymement il y a 3 ans pour que mon père ne perde pas la maison lorsque son entreprise de nettoyage à sec avait périclité. Il ne le savait pas. Il pensait que la banque avait simplement commis une erreur administrative en leur faveur. Vous me demandez de me retrouver à la rue, dis-je en fixant le papier, pour un projet qui n'a même pas encore reçu d'autorisation de zonage. Je connais le projet Elysium, Brad. Je livre des matériaux de construction. Je sais que ce terrain est un marécage. Ne t'avise pas de me donner des cours d'immobilier, espèce de livreuse, cracha Brad. Tu signes ce papier ou tu es dehors. Dehors de quoi, demandai-je. De la famille, tonna Otis. Si tu ne signes pas ce document aujourd'hui, Zora, tu es morte pour nous. J'effacerai ton nom de la Bible familiale. Tu ne seras pas invité pour Thanksgiving. Tu ne seras pas la bienvenue à Noël. Tu seras une étrangère. Tu dois faire des sacrifices pour la famille, Zora. Si tu es incapable de faire cette simple chose, tu ne nous sers à rien. Tasha sourit, un pli cruel et satisfait sur les lèvres. Sois une bonne sœur, Zora. Pour une fois, arrête d'être un fardeau. Signe le papier. Sacrifie-toi pour le bien commun ou retourne dans ton caniveau. Je regardai le document. C'était un acte de cession rapide. C'était irrévocable. Si je signais, je perdais le seul lien physique qui me restait avec ma grand-mère. Si je ne signais pas, je perdais les parents que j'avais passé ma vie entière à essayer de satisfaire. Mais en regardant le visage arrogant de Brad et la cupidité de Tasha, j'ai compris une chose. Ils ne voulaient pas d'une sœur ou d'une fille. Ils voulaient un bailleur de fonds. Ils ignoraient simplement que la banque, c'était moi. Je m'avançai et pris le stylo plume coûteux que me tendait Brad. Ses yeux s'illuminèrent de triomphe. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir brisé. J'ai tenu le stylo au-dessus de la ligne de signature. La pièce retint son souffle. Ma mère cessa de pleurer pour regarder. Tasha se pencha en avant. J'appuyai la plume sur le papier. Mais je n'ai pas écrit Zora Banks. En grandes lettres grasses qui occupaient tout le bas de la page, j'écrivis « Bonne chance avec la dette ». Je jetai le stylo sur le document. Il roula sur le sol. Je me levai,
mes jambes retrouvant soudainement toute leur force. Je ne signerai pas, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce. Et papa, tu n'as pas besoin de me renier. Je démissionne. Le silence se brisa. Brad devint violet. Espèce de petite sorcière stupide, hurla-t-il. Il fit un pas en avant et, pendant une seconde, je crus qu'il allait me frapper. Au lieu de cela, il fit quelque chose de pire. Il cracha par terre, juste à côté de mes bottes de travail. Tu es un déchet, Zora. Tu l'as toujours été. Tu vas mourir pauvre et seul dans ton camion. Hors de ma vue. Je me dirigeai vers la porte. Ma mère ne leva pas les yeux. Mon père se versait un autre verre de vin, les mains tremblant de rage. Je sortis dans l'air humide d'Atlanta et montai dans mon camion. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas retourné. Je sortis mon téléphone de ma poche et composai un numéro que j'avais en numérotation rapide. Pas mes parents, pas un ami, pas mon avocat personnel. C'est le moment, dis-je en tournant la clé de contact, lancer le rachat, acheter l'hypothèque de la maison de mes parents. Je veux posséder la dette d'ici demain matin, et découvrir qui détient le contrat de leasing de la voiture de Brad. Achetez-le aussi. Ils voulaient parler d'effet de levier. J'allais leur montrer ce que signifiait vraiment soulever de lourdes charges. Si vous avez déjà dû choisir votre dignité plutôt que votre histoire familiale, abonnez-vous à cette chaîne et partagez votre histoire dans les commentaires, car vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le soleil du matin n'apporta ni chaleur ni nouveau départ. Il apporta le bruit de verres brisés et de lourdes bottes piétinant le trottoir. J'étais déjà réveillé, assise sur le bord du lit de camp dans l'appartement en sous-sol qui me servait de maison depuis 3 ans. Je m'y attendais. Après l'ultimatum de la veille, je savais qu'il n'attendrait pas les 2 semaines promises. Il voulait me voir partir, et il voulait que cela fasse mal. Je gravis les marches en béton menant à l'allée juste au moment où un grand carton s'envola par la porte d'entrée. Il atterrit dans un bruit sourd et écœurant dans une flaque d'eau boueuse près du trottoir. Mes livres, mes journaux, les quelques souvenirs personnels que j'avais gardés de mon enfance, tous s'imbibant d'eau sale. Tasha se tenait sur le porche comme une reine inspectant son royaume. Elle était déjà entièrement maquillée, vêtue d'un jogging rose qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire mensuel. D'une main, elle tenait un café au lait. De l'autre, elle tenait son téléphone parfaitement positionné pour un direct. « Salut tout le monde », lança-t-elle à l'écran, d'une voix enjouée et artificielle. « Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui est un jour difficile, mais nécessaire. Nous faisons un grand tri dans la maison familiale. Parfois, il faut éliminer les énergies négatives et l'encombrement physique pour faire de la place aux nouvelles bénédictions. Nous vidons le sous-sol aujourd'hui pour préparer les rénovations. Vous n'imagineriez pas toutes les cochonneries qui s'accumulaient ici. » Elle pointa la caméra vers mes affaires éparpillées sur l'herbe mouillée. 2 hommes que je ne connaissais pas sortaient mes meubles. Ils étaient brutaux, négligents. J'ai vu l'un d'eux traîner mon matelas sur l'asphalte, déchirant le tissu. Je m'approchai du trottoir et restai là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru vers le porche pour les arrêter. J'ai simplement mis mes mains dans les poches de mon sweatshirt trop grand et j'ai regardé. Tasha m'aperçut et tourna la caméra dans ma direction, faisant un zoom sur mon visage. « Et voici l'ancienne locataire », dit-elle à ses abonnés, baissant la voix sur un ton de confidence complice. « C'est tellement triste, les amis. Ma sœur refuse tout simplement de reprendre sa vie en main. Nous avons essayé de l'aider, mais elle préfère vivre comme ça. Regardez-la là, sans rien faire. Aucune ambition, aucune gratitude. » Elle descendit les marches, ramassant une petite boîte en bois dans le tas de décombres. C'était un objet simple, rayé et usé. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à un déchet. Pour moi, c'était tout. C'était une boîte à bijoux que Big Mama m'avait offerte quand j'avais 10 ans. Elle l'avait sculptée elle-même. À l'intérieur se trouvait une fleur séchée de ses funérailles et la seule photo de nous deux. « Regardez ça », rit Tasha en la présentant devant l'objectif de la caméra. « Qui garde ce genre de déchets ? Ça sent le moisi. » Elle fit mine de se pincer le nez. « C'est de cela que je parle, les amis. L'accumulation est une maladie. Nous lui rendons service, vraiment, en nettoyant tout ça. » Elle jeta la boîte par-dessus son épaule. Elle frappa le trottoir et se brisa. La fleur séchée tomba en poussière.
La photo voltigea face contre terre dans la boue. Je ressentis une douleur physique dans la poitrine, un pincement aigu qui menaçait de me plier en deux. Cette boîte était la seule chose qui me restait de la femme qui m'avait réellement aimé. Mais je forçais mon visage à rester impassible. Je verrouillais mes genoux pour ne pas trembler. Tasha cherchait une réaction. Elle voulait le stéréotype de la femme noire en colère qu'elle pourrait vendre à ses abonnés pour obtenir des vues compatissantes. She voulait me voir crier et me battre pour pouvoir jouer les victimes. Je ne lui ferais pas ce plaisir. Au lieu de cela, je regardais de l'autre côté de la rue. Un homme en jogging gris promenait un Golden Retriever. Il s'était arrêté près d'une bouche d'incendie, ajustant ses écouteurs. Pour Tasha, ce n'était qu'un voisin faisant son jogging matinal. Pour moi, c'était Marcus, mon chef de la sécurité. Il était posté là depuis l'aube. J'ai croisé le regard de Marcus. J'ai fait un léger signe de tête, presque imperceptible. Il toucha le côté de ses lunettes de soleil, activant la caméra haute définition intégrée à la monture. Il enregistrait tout. Chaque insulte que Tasha prononçait devant son téléphone, chaque objet que ses hommes de main détruisaient, chaque mensonge qu'elle inventait pour son public, tout allait s'ajouter au dossier de preuves. Tasha s'approcha de moi, le téléphone toujours braqué sur mon visage. « Tu ne vas rien dire, Zora ? Pas de remerciement pour le déménagement gratuit ? Pas d'excuse pour nous avoir fait vivre avec tes vieux cartons pendant si longtemps ?» Je la regardais, cette sœur avec qui j'avais autrefois tressé des cheveux, cette sœur que j'avais défendue dans la cour de récréation. Il ne restait rien de cette fille. Il n'y avait plus que cette coquille vide de vanité et de cruauté. « Tu es en train de violer ma propriété, Tasha, dis-je d'une voix basse et calme. « Ta propriété » se moqua-t-elle, riant assez fort pour que le micro l'entende. « Tu vis dans un sous-sol, Zora. Tu ne possèdes rien. Tu es une squatteuse, et maintenant tu es une squatteuse sans abri. » La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et Brad sortit. Il portait une robe de chambre en soie et tenait une tasse de café, l'air d'un véritable seigneur des lieux. Il contempla les dégâts sur la pelouse avec un sourire satisfait. « Bonjour Zora », lança-t-il d'une voix forte. « Belle journée pour un déménagement, n'est-ce pas ? Même si je ne sais pas où tu vas emporter tout ça. La décharge facture au poids, tu sais. » Il descendit les marches, marchant directement sur une pile de mes vêtements, enfonçant ses pantoufles de luxe dans le tissu. Il vint se placer aux côtés de Tasha, passant un bras autour de sa taille. Ils posèrent devant la caméra, formant le couple parfait et prospère confronté aux parents difficiles. « Tu sais, je suis un homme généreux, » dit Brad en me fixant de ses yeux froids comme la mort. « Je déteste voir un membre de la famille à la rue, même une personne aussi ingrate que toi. J'ai donc une proposition. » Il but une gorgée de son café, laissant planer le silence, laissant les voisins observer, laissant Tasha diffuser mon humiliation en direct. « Le garage à l'arrière a un sol en béton, » poursuivit-il. « C'est sec. Si tu acceptes de mériter ta place, nous pourrions te laisser y habiter. Nous avons licencié la femme de ménage hier pour économiser de l'argent pour notre investissement. Nous avons besoin de quelqu'un pour récurer les toilettes, faire la lessive, garder la cuisine impeccable. » Tasha gloussa, cachant sa bouche d'une main manucurée. « Oh, Brad, c'est parfait. Elle est déjà habillée pour ça. » Brad hocha la tête. « Réfléchis-y, Zora. Logé et nourri en échange de ton travail. C'est plus que ce que tu mérites, mais Tasha a un grand cœur. Tu peux être l'aide à domicile. Reste juste hors de vue quand nous avons des invités. Nous ne voulons pas avoir à expliquer pourquoi tu ressembles à ça. » La rage qui m'envahit était si chaude qu'elle ressemblait à de la lave dans mes veines. Il voulait me réduire en esclavage dans la maison de ma propre grand-mère. Il voulait me rabaisser au rang de domestique dans la demeure dont je possédais légalement un tiers. L'audace était stupéfiante. Je regardais la maison. Je regardais la fenêtre du sous-sol où j'avais passé les 3 dernières années à bâtir un empire logistique à la lueur des bougies pour qu'il ne voie pas de hausse sur la facture d'électricité. Je regardais la boîte à bijoux brisée dans la boue. Je réalisais alors qu'il ne voulait pas seulement ma part de la maison. Il voulait briser mon esprit. Ils avaient besoin que je sois plus bas qu'eux pour se sentir grand. Ils avaient besoin que je sois un échec pour se sentir victorieux. Je pris une profonde inspiration, humant l'odeur de la pluie et du carton mouillé. Je regardai Brad droit dans les yeux. « Non, merci, dis-je.
Le sourire de Brad s'effaça. Pardon? J'ai dit, non, merci, répétai-je. Je ne veux pas vivre dans ton garage. Je ne veux pas nettoyer tes toilettes, et je te conseille de faire attention où tu mets les pieds, Brad. La boue est difficile à enlever sur la soie. Je leur tournai le dos. Je marchai vers la flaque de boue et m'agenouillai. Je ramassai les morceaux de la boîte en bois. Je ramassai la photo humide de Big Mama. J'essuyai la boue sur son visage avec mon pouce. Tasha continuait de filmer, commentant mes actions. Regardez-la fouiller dans les poubelles. C'est triste, vraiment. Certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à tourner la page. Je me relevai et me dirigeai vers mon pick-up. Je n'ai pas ramassé les vêtements. Je n'ai pas ramassé les livres. J'ai tout laissé là sur la pelouse, comme un monument de leur cruauté. Les biens matériels pouvaient être remplacés. Je pourrais acheter une bibliothèque entière de livres demain. Je pourrais vider un grand magasin de ces vêtements, mais je ne pourrais pas acheter les images que Marcus était en train de capturer. Elles étaient inestimables. Alors que je montais dans mon camion, Brad cria derrière moi, « Va-t'en alors. Va te trouver un pont sous lequel dormir. Ne reviens pas en rampant quand tu mourras de faim. On en a fini avec toi, Zora. » Je démarrai le moteur. Il rugit plus fort que d'habitude, couvrant les commentaires de Tasha. Je baissai la vitre. « Profitez bien de la maison, dis-je, tant qu'elle est encore à vous. » Je m'éloignai, les laissant au milieu de l'allée, entourés des débris de ma vie. Convaincu d'avoir gagné, je les vis dans le rétroviseur alors que Tasha coupait son direct, souriant à la caméra, satisfaite de son contenu de la journée. Je roulai 2 pâtés de maison et me garai sur le côté. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. J'ai laissé échapper un cri contenu au fond de ma gorge depuis 24 heures, un cri primal et brut de chagrin et de fureur. Puis j'ai respiré. J'ai essuyé mon visage. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marcus. « Tu as tout eu, demandai-je. »« Chaque seconde, répondit Marcus d'une voix professionnelle et sombre. L'audio est d'une clarté limpide, Zora. Il a avoué avoir licencié la femme de ménage. Elle a avoué avoir détruit tes affaires. Et la proposition de faire de toi une servante, tout y est. Bien, dis-je. Envoie le tout à l'équipe juridique. Et Marcus. Oui, madame. Trouve où Tasha organise sa soirée d'investissement ce soir. J'ai une livraison à faire. Je passai la première. Les larmes avaient disparu. La tristesse s'était évanouie. Il ne restait plus que les engrenages froids et solides de mon esprit d'affaires. Ils m'avaient traité comme un déchet. Maintenant, j'allais les traiter comme un passif. Et dans mes affaires, les passifs étaient liquidés. Le soleil s'était à peine couché que la maison de Big Mama s'était transformée en un carnaval d'illusions. Brad avait suspendu des guirlandes lumineuses sur le porche et engagé un service de voiturier pour garer les voitures de luxe louées des invités qu'il tentait d'escroquer. Depuis mon point d'observation dans la camionnette de livraison garée plus bas dans la rue, j'observais les arrivées. Ce n'étaient pas les gros investisseurs que Brad prétendait connaître. C'étaient des gens honnêtes et travailleurs de la communauté de l'église, des personnes comme le diacre Jones et Madame Gable, qui avaient économisé chaque centime durement gagné. Ils entraient dans la fosse aux lions vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, espérant un retour sur investissement miraculeux. J'ajustai ma casquette et vérifiai la facture sur le porte-document. Je ne faisais pas que regarder. J'étais la livreuse de secours d'urgence du traiteur, un rôle légitime que j'avais endossé via l'une de mes filiales juste pour ce soir. Je saisis la caisse de vin pétillant, que je savais pertinemment être la marque la moins chère du marché, réétiquetée pour ressembler à du champagne français, et me dirigeai vers la maison. La musique était forte, une basse sourde qui faisait trembler les fenêtres historiques de la vieille maison. À l'intérieur, l'air était épais, saturé de parfums coûteux masquant l'odeur du désespoir. Tasha tenait salon dans le hall, vêtue d'une robe dorée à paillettes qui semblait faite pour un tapis rouge, pas pour un salon d'Atlanta. Elle riait de ce rire haut et faux qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de soutirer de l'argent aux gens. Je passai juste à côté d'elle en me dirigeant vers la cuisine. Je gardais la tête baissée, la visière de ma casquette masquant mon visage. J'avais besoin de voir les documents. Je devais voir qui avait signé quoi. Je posai la caisse sur l'îlot de cuisine où des serveurs engagés préparaient frénétiquement des amuse-bouches. À travers la porte battante, je pouvais voir le salon.
Brad avait installé un chevalet avec une grande maquette du projet Elysium. C'était impressionnant si l'on ignorait que le terrain sur lequel il prétendait construire était classé en zone inondable. Il se tenait à côté de mes parents. Otis et Viola semblaient tout petits près de lui. Mon père portait son meilleur costume, celui qu'il réservait pour les funérailles et Pâques. Ma mère serrait son sac à main si fort que ses doigts en étaient blêmes. « Mesdames et messieurs », annonça Brad d'une voix qui dominait les conversations. « Je veux vous remercier d'être venus ce soir. Nous sommes au seuil d'une richesse générationnelle. Ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est un héritage, et personne ne comprend mieux l'héritage que la famille Banks. » Il désigna mes parents. Otis s'avança, la main tremblant légèrement tandis qu'il fouillait dans la poche de sa veste. Il en sortit un chèque. Ce n'était pas un chèque personnel. C'était un chèque de banque, le genre que l'on obtient en liquidant tout ce que l'on possède. Nous croyons en la vision, dit Otis, la voix chevrotante. Nous croyons en la famille, et nous sommes fiers d'être les investisseurs piliers d'Elysium. Il remit le chèque à Brad. C'était fait. Ils venaient de céder leur retraite, leurs économies, l'argent de la vente de l'entreprise de nettoyage à sec, absolument tout. Ils misaient tout sur un mensonge. Brad s'empara du chèque avec une avidité à peine masquée par une poignée de main. Il le brandit devant la pièce. 200 000 $, proclama-t-il. Une graine qui deviendra une forêt. La salle éclata en applaudissements. Tasha poussa un petit cri de joie et serra notre mère dans ses bras. J'eus un haut le cœur. Il venait de signer leur arrêt de mort financière. Je me tournai pour quitter la cuisine, ayant l'intention de m'éclipser par l'arrière, mais la porte battante s'ouvrit brusquement. Tasha se tenait là, son sourire s'évanouissant à la seconde où elle m'aperçut. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle en me saisissant le bras. « Je t'ai dit de rester à l'écart. » Je dégageai mon bras d'un coup sec. « Je livre le vin, Tasha. Le vin que tu as oublié de commander jusqu'à il y a 2 heures. » Elle regarda mon uniforme, le logo de l'entreprise de livraison sur ma poitrine. Ses yeux se plissèrent, puis une lueur cruelle s'y alluma. Elle ne voulait plus que je parte. Elle voulait un public. « Parfait, » dit-elle, un lent sourire s'étirant sur ses lèvres. « Nous manquons justement d'un serveur. Puisque tu es là et que tu as visiblement besoin d'argent, tu vas aider à passer les amuse-bouches. »« Je suis livreuse, pas serveuse, » dis-je. Tasha rit. « C'est la même chose, Zora. Un service est un service. De plus, maman et papa sont là. Tu ne veux pas leur montrer que tu travailles? Leur montrer que tu essaies d'être utile pour une fois. » Elle attrapa un tablier blanc suspendu à un crochet et me le jeta dessus. Il me frappa la poitrine. « Mets-le, sinon je dis à la sécurité que tu as pénétré sans autorisation pour voler l'argenterie. » Je regardai le tablier. Puis je regardai le salon où Brad glissait l'argent de mes parents dans sa poche. Cela faisait partie du jeu. Je devais y jouer pour y mettre fin. J'enfilai le tablier. Tasha rayonna, ravie de ma soumission. Elle me fourra un plateau de champignons farcis entre les mains. « Allez, circule, et essaie de ne pas avoir l'air si misérable. Ça gâche l'ambiance. » J'entrai dans le salon. L'humiliation fut immédiate. Des gens qui me connaissaient depuis l'enfance me regardaient avec pitié. Le diacre Jones détourna les yeux. Madame Gable chuchota quelque chose à son mari. J'étais le cas d'école. La fille Banks déchue pendant que sa sœur triomphait. Je me déplaçai dans la foule, proposant de la nourriture, le visage brûlant. Je me dirigeai vers le fond de la pièce où Brad tenait salon, entouré d'investisseurs potentiels. Il riait, racontant une anecdote sur sa partie de golf avec un sénateur. Un sénateur que je savais être sous le coup d'une inculpation. Il s'interrompit en me voyant. La pièce fit silence. Brad me regarda, puis le plateau dans mes mains, puis Tasha qui savourait la scène depuis l'entrée avec un sourire narquois. « Tiens, 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 » dit Brad, sa voix portant jusqu'au fond de la pièce. « Regardez qui a décidé de se joindre à nous. Mesdames et messieurs, voici ma belle-sœur, Zora. Elle est l'exemple parfait de la raison pour laquelle il faut investir intelligemment. Les mauvais choix mènent à de mauvais résultats. » Un rire mal à l'aise parcourut l'assemblée. Mon père regarda le sol. Ma mère fixa le vide, refusant de croiser mon regard.
Zora, dit Brad en s'approchant. J'ai cru comprendre que tu avais refusé ma proposition de loger dans le garage. Trop de fierté, j'imagine. Mais la fierté ne paie pas les factures, n'est-ce pas? Il baissa les yeux vers ses chaussures. C'étaient des mocassins en cuir verni brillant qui reflétaient les lumières du plafond. Il me regarda à nouveau, une idée se dessinant dans ses yeux. Tu sais quoi, Zora? Je suis d'humeur généreuse ce soir. Je sais que les temps sont durs pour toi. Je te propose un marché. Tu vois ces chaussures? Elles ont été un peu éraflées lors de la visite du chantier aujourd'hui. Il posa son pied sur le pouf en velours au centre de la pièce. Si tu mires mes chaussures tout de suite devant tout le monde, j'investirai $500 dans ta petite carrière de livraison. En espèces, ce soir. La pièce devint totalement silencieuse. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi. C'était une humiliation publique. Il voulait me forcer à m'agenouiller. Il voulait prouver à la communauté qu'il était le maître des lieux et que j'étais la domestique. Il voulait me briser devant mes parents pour leur prouver que leur décision de le soutenir était la bonne. Otis leva alors les yeux. Brad, ce n'est pas nécessaire, bredouilla-t-il. C'est une leçon, Otis, l'interrompit Brad, sans me quitter des yeux. Une leçon d'humilité. Alors, Zora? $500. C'est probablement un mois de loyer pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est nettoyer mes chaussures. Je restais là, le plateau de champignons pesant lourd dans mes mains. Je regardais Tasha. Elle rayonnait de méchanceté. Je regardais mes parents. Ils restaient silencieux, complices de mon humiliation. Je posai le plateau sur une table d'appoint. J'essuyai mes mains sur le tablier. D'accord, dis-je d'une voix claire et assurée. Brad sourit d'un large sourire de requin. C'est une bonne fille. Il y a une serviette juste là. Utilise-la. Je m'approchai de lui. Je pris la serviette en lin. Je posai un genou à terre devant lui. La foule retint son souffle. Je pouvais sentir leur jugement, leur pitié, leur choc. Pour eux, c'était la fin de Zora Banks. Je m'inclinai devant le nouveau roi. Je pris son pied dans ma main. Je baissai la tête comme pour inspecter les raflures. Brad se rengorgeait, regardant la pièce, savourant l'admiration de la foule. Il se sentait puissant. Il se sentait intouchable. J'escomptai la serviette contre le bout de sa chaussure. Puis je me penchai plus près, mes lèvres à quelques centimètres de son oreille. J'arrêtai de frotter. Je tins fermement son pied. Jolie chaussure, Brad, chuchotai-je. Du véritable cuir italien, n'est-ce pas? Évidemment, dit-il à haute voix pour que tout le monde l'entende. Seulement le meilleur. Je me penchai encore plus près. C'est drôle, murmurai-je, parce que je connais ces chaussures. Elles viennent du marché de Canal Street à New York. Ce sont des contrefaçons, Brad. Les semelles sont en carton peint et le cuir est du plastique collé. Je sentis son pied tressaillir dans ma main. Brad se figea. Son sourire resta plaqué sur son visage, mais ses yeux s'écarquillèrent sous le coup d'une prise de conscience soudaine et terrifiante. Il me regarda d'en haut, et pour la première fois, il ne vit pas une servante vaincue. Il vit un prédateur prêt à bondir. Je sais pour les comptes offshore, chuchotai-je. Je sais pour la maîtresse à Bucket que tu paies avec les prêts de construction. Et je sais que cette maison n'est même pas encore à ton nom parce que la banque n'a pas validé le transfert de titre. Je donnai un dernier coup de chiffon vigoureux sur sa chaussure. La chaleur du frottement fit baver le cirage bon marché, révélant le plastique gris en dessous. Je me relevai lentement, époussetant mes genoux. Je jetai la serviette sale sur sa chaussure. Voilà, dis-je, reprenant ma voix normale, tout propre. Brad ne pouvait plus parler. Il était blême, sa respiration était courte et saccadée. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Il tenta de rire, mais cela se solda par une toux sèche. Bien, bafouilla-t-il, retirant son pied du pouf. Bien, bon travail. Il plongea la main dans sa poche et sortit une pince à billets. Ses mains tremblaient si fort qu'il fit tomber quelques billets. Il me tendit $500. Tiens, prends-les. Je regardai l'argent, puis je le fixai. Garde-les, Brad, dis-je. Tu vas en avoir besoin pour ta défense juridique.
Je retirai mon tablier et le jetai par terre à côté de l'argent. Je passai devant mes parents qui me regardaient avec incompréhension. Je passai devant Tasha, qui semblait déçue de ne pas m'avoir vu pleurer. Je franchis la porte d'entrée pour m'enfoncer dans la nuit. Je m'étais agenouillé, mais je ne m'étais pas soumise. Je m'étais simplement approché assez près pour repérer les failles dans son armure. Et maintenant, je savais exactement où frapper avec la masse. La fête ne faisait que commencer, mais l'enterrement de l'Empire de Brad avait déjà débuté. Le trajet entre le quartier résidentiel et la zone industrielle marqua la transition entre deux mondes distincts. Je laissai derrière moi les pelouses tondues et l'arrogance étouffante de la réception pour entrer dans le cœur de béton et d'acier du secteur logistique d'Atlanta. Je ne garai pas mon camion dans une zone de chargement, mais devant l'entrée exécutive privée d'une tour de verre qui dominait les entrepôts. Le gardien de nuit salua respectueusement tandis que la grille coulissait. Il ne demanda pas de papier d'identité. Il savait pertinemment qui signait ses fiches de paie. Je pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, le silence de la cabine offrant un contraste saisissant avec les basses assourdissantes et les rires forcés que je venais de quitter. Les portes s'ouvrirent directement sur un bureau de direction qui sentait le cuir et l'ambition. Je me dirigeai vers la salle de bain attenante et retirai mon uniforme de livraison. Il sentait le vin éventé et l'humiliation. Je le jetai dans la corbeille d'un coup sec et libérateur. Je me savonnai les mains dans le lavabo en marbre, nettoyant les restes de cirage et la sensation du plastique de Brad. J'effaçai la fille qui vivait dans un sous-sol. Quand je me regardais dans le miroir, Zora la livreuse avait disparu. Zora la PDG me fixait en retour. Je pénétrai dans le dressing et en sortis un tailleur anthracite. Le tissu en laine italienne était ajusté à la perfection. Je boutonnai la veste et lissai mes cheveux. J'enfilai ma montre, un modèle de collection qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Tasha. Il était temps de se mettre au travail. J'entrai dans la salle de conférence où deux hommes m'attendaient, David, mon conseiller juridique, et Monsieur Sterling, un directeur de la First Atlanta Bank. Ils se levèrent immédiatement à mon entrée. Il n'y avait aucune pitié dans leurs yeux, seulement du respect et peut-être une pointe de crainte légitime. La table en acajou était couverte de dossiers, des dossiers rouges et épais représentant l'effondrement des structures financières des familles Miller et Banks. Rapport, dis-je en m'asseyant en bout de table. David s'éclaircit la gorge et ouvrit le premier dossier. C'est pire que ce que nous avions prévu, Zora. Brad n'a pas seulement hypothéqué la maison. Il l'a croisée en garantie avec 3 autres propriétés commerciales en faillite. Il gère une pyramide de Ponzi avec l'argent de la famille depuis 2 ans. Nous avons trouvé les documents. Il a imité la signature de ton père sur les formulaires de garantie il y a 2 mois. La banque s'apprêtait à saisir la propriété la semaine prochaine. Je regardais les documents. La signature de mon père était tremblante, mais elle y figurait. Brad n'avait pas seulement volé leur argent, il avait usurpé leur identité. Il les avait saignés à blanc tout en buvant leur vin, et il l'en avait remercié. Et l'acquisition, demandai-je en me tournant vers Monsieur Sterling. Elle est finalisée, dit Sterling en faisant glisser un document lourd à couverture bleue vers moi. Depuis minuit, Nexus Logistique est le seul détenteur de la dette. Nous avons racheté la créance douteuse à la banque pour 40% de sa valeur nominale. Ils étaient ravis de se débarrasser de cet actif toxique. Techniquement, Mademoiselle Banks, vous possédez désormais l'hypothèque de la maison de vos parents. Vous possédez le contrat de location du classe G de Brad. Vous détenez la dette des cartes de crédit de Tasha. Vous possédez le prêt de construction pour le marécage qu'il appelle Elysium. Je passai mon doigt sur le papier. Ce n'était que du papier, mais il semblait plus lourd que le plomb. C'était leur liberté. C'était leur fierté. Et maintenant, cela appartenait à la fille qu'ils avaient tenté d'effacer. Ils sont actuellement en défaut de paiement, ajouta David d'une voix basse et sérieuse. Tu as le droit légal de lancer la saisie immédiatement. Nous pouvons faire signifier l'avis par le shérif dès demain matin. Nous pouvons changer les serrures avant midi. Je m'adossai dans mon fauteuil en cuir, joignant les mains par le bout des doigts. Je pensais à ma mère pleurant sur sa réputation à l'église. Je pensais à la fierté de mon père d'être le chef de famille. Je pensais aux abonnés de Tasha qui s'imaginaient qu'elle vivait un conte de fées. Les expulser demain serait trop facile. Ce serait une forme de pitié. Faites-le, dis-je. Mais pas demain. Faites-le leur signifier le soir du gala.
David marqua un temps d'arrêt, son stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes. Le gala? Mais c'est dans 3 jours. Ils seront entourés de toute la communauté des affaires d'Atlanta. Ils seront publiquement anéantis. Ils m'ont humilié pendant 3 ans, répliquai-je, ma voix dénuée d'émotion. Ils m'ont fait vivre dans un sous-sol moisi pendant qu'ils dépensaient mon loyer pour les apparences. Ils ont essayé de faire de moi une servante dans ma propre maison. Je ne les détruis pas, David. Je me contente de révéler qui ils sont. Je saisis le stylo. C'était un mainte blank, lourd et froid. Je signai l'ordre de saisie. L'encre s'écoula avec fluidité, sombre et indélébile. Avec cette signature, je ne prenais pas seulement une maison. Je prenais le contrôle. Je n'étais plus le mouton noir. J'étais le berger, et il était temps de trier le troupeau. Monsieur Sterling rassembla les papiers, les organisant en une pile soignée. Une dernière chose, mademoiselle Banks. Brad a demandé une table VIP pour votre gala. Il a utilisé la carte de crédit de l'entreprise, celle qui est actuellement au maximum et au-delà de la limite. Validez-la, dis-je, un sourire froid effleurant mes lèvres pour la première fois de la soirée. Forcez la limite de paiement. Donnez-leur la meilleure table de la salle. Je veux qu'ils soient au premier rang lorsque les lumières s'éteindront. Je me levai et marchai vers la baie vitrée, contemplant les lumières de la ville d'Atlanta. Quelque part là-bas, Brad était probablement en train de se vanter auprès de mes parents de l'investissement qu'il venait de sécuriser. Il n'avait aucune idée que l'argent qu'il comptait avait déjà disparu. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait forcé à s'agenouiller tenait désormais sa laisse. Le jeu avait changé, et j'étais la seule à en connaître les règles. L'hôtel Grand Marquet était une cathédrale de verre et de lumière, un monument à ce type de richesse qui s'exprime par le murmure plutôt que par le cri. Le gala de Nexus était l'événement de la saison, la nuit où les titans de la logistique et de la technologie d'Atlanta se réunissaient pour dessiner l'avenir de la ville. Je me tenais près de la grande fontaine en cristal au centre de l'atrium, observant les arrivées. Je portais une robe noire simple et longue, élégante mais sobre. C'était un contraste saisissant avec le défilé de pans que je savais être sur le point de franchir les portes tambours. Pour les non-initiés, je ressemblais à une invitée, peut-être une accompagnatrice ou une assistante de haut niveau. Pour ma famille, j'allais bientôt ressembler à une tache sur leur grande soirée. Je les vis entrer. Ils avançaient en un groupe serré et anxieux. Brad menait la marche dans un smoking qui tombait mal au niveau des épaules, de toute évidence une location de dernière minute. Il transpirait déjà, s'essuyant le front avec un mouchoir, ses yeux balayant la pièce avec l'avidité désespérée d'un homme cherchant une bouée de sauvetage. Mes parents marchaient un pas derrière lui. Otis semblait terrifié, serrant ses revers comme pour se donner une contenance. Viola portait son chapeau de messe du dimanche, qui semblait douloureusement déplacé au milieu des robes de créateurs épurés des autres invités. Et puis il y avait Tasha. Elle portait une robe rose néon dotée d'une traîne si longue qu'elle en devenait dangereuse pour quiconque marchait derrière elle. C'était voyant, coûteux et cela réclamait de l'attention. Elle marchait la tête haute, mais je pouvais voir le tremblement de ses mains. Ils étaient terrifiés. Ils savaient qu'ils étaient des imposteurs ici, munis de billets que j'avais secrètement approuvés et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer sur des cartes de crédit déjà muettes. Je ne me cachais pas. Je ne me retirais pas derrière les colonnes de marbre. Je restais là, tenant une tablette qui contrôlait les jeux de lumière de la grande salle de bal. Je les regardais balayer la salle, cherchant le PDG qu'ils prenaient pour leur sauveur. Au lieu de cela, ils me trouvèrent. Viola m'aperçut la première. Ses yeux s'écarquillèrent et elle saisit le bras d'Otis si fort qu'il trébucha. Elle murmura quelque chose à Tasha, et tous les 4 fondirent sur moi comme des vautours sur une carcasse. Ils ne me saluèrent pas, ils m'acculèrent. « Qu'est-ce que tu fais ici, au nom de Dieu » siffla Viola d'un murmure tranchant. Elle regardait frénétiquement autour d'elle, terrifiée à l'idée qu'une personne importante puisse la voir m'adresser la parole. « Est-ce que tu nous as suivis? Tu t'es faufilé par les cuisines? Tu dois partir sur le champ, Zora, avant que la sécurité ne te jette dehors et ne fasse une scène. Nous avons une réputation à préserver. » Je regardais ma mère. Sa peur était palpable. Elle ne se souciait pas de ma sécurité ou de mes sentiments, elle craignait que ma présence ne révèle les failles de leur façade. « J'ai été invité » dis-je avec calme. Brad ricana, bousculant mon père pour se planter devant moi. « Invité par qui ?
Le concierge? Regarde-toi. Tu as probablement trouvé cette robe dans une benne de dons. Nous sommes ici pour rencontrer le PDG de Nexus, Zora. Nous sommes des VIP. Tu es une livreuse qui vit dans un camion. Ne nous fiche pas la honte. Ne respire pas le même air que ces gens. Dehors. Tasha s'avança, détaillant ma robe. Elle reconnut le tissu. C'était de la soie de haute qualité, mais elle refusait de croire que je pouvais me l'offrir. Elle avait besoin que je sois en dessous d'elle. Elle avait besoin que je sois l'échec pour qu'elle puisse être la réussite. Tu es en train de tout gâcher, cracha-t-elle. C'est notre chance, Zora. Brad va conclure une affaire ce soir qui va nous sauver. Et toi, tu te tiens là comme un mauvais présage. Tu es juste jalouse, n'est-ce pas? Tu veux nous saboter parce que tu es misérable. Je regardais ma sœur. Je vis l'envie profondément ancrée dans ses yeux. Elle détestait me voir là, calme et posée, alors qu'elle-même vibrait d'anxiété. Je ne vais nulle part, Tasha, dis-je. Ma place est ici. C'était la mauvaise chose à dire. Le visage de Tasha se décrispa. Le masque de l'élégante mondaine glissa, laissant apparaître la brute de notre enfance. Elle baissa les yeux vers l'ourlet de ma robe qui s'étalait légèrement sur le sol en marbre. Ta place est dans le caniveau, dit-elle. Elle fit un pas en avant. Ce n'était pas un accident, c'était délibéré. Elle posa fermement son talon aiguille sur la traîne en soie délicate de ma robe. Elle y mit tout son poids. Puis elle eut un sourire narquois et poussa son pied en avant. Le bruit de la soie qui se déchirait fut sec et fort, semblable à un coup de feu dans le hall silencieux. La déchirure remonta le long de la jupe, exposant la doublure. C'était un acte violent, une manifestation physique de toutes les agressions verbales qu'elle m'avait lancées au fil des ans. Oups, dit Tasha d'une voix dégoulinante de fausse douceur. Quelle maladroite! Regarde ça, Zora. Tes chiffons tombent en morceaux. Ma mère retint un cri de surprise, mais elle ne gronda pas Tasha. Elle me regarda d'un air accusateur, comme si la déchirure de ma robe était un acte d'agression envers eux. Regarde ce que tu lui as fait faire, siffla Viola. Tu es en train de faire une scène. Va-t'en. Sors par l'accès de service. Brad rit d'un ton bas et cruel. Tu ne peux pas entrer dans la salle de bal ainsi, Zora. On dirait une fille des rues qui s'est battue. Tasha a raison. Tu ne mérites pas de poser le pied ici. Tu ne mérites même pas d'utiliser les toilettes d'un endroit pareil. Va te trouver une station-service. Je regardais la robe déchirée. Je regardais le pied de Tasha toujours posé sur le tissu. Je regardais mon père qui s'était détourné, incapable de regarder. Il pensait m'avoir détruite. Il pensait m'avoir couverte de honte et poussée à fuir dans la nuit. Mais ils ignoraient que j'avais une autre robe qui m'attendait dans la suite exécutive, une robe qui coûtait 40 000 $. Une robe d'apparat. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je souris simplement. C'était un sourire léger, froid, qui n'atteignait pas mes yeux. Qui casse-paix, Tasha, dis-je d'une voix basse. Elle éclata de rire, rejetant la tête en arrière. Je n'achèterai pas ce déchet pour $1. Maintenant, pousse-toi de là. Les vraies personnes arrivent. Elle enjamba les restes de ma robe et prit le bras de Brad, marchant vers les portes de la salle de bal comme si l'endroit lui appartenait. Mes parents suivirent, la tête basse, se hâtant comme des souris dans leur sillage. Ils me laissèrent là avec ma jupe déchirée, entourée par l'élite murmurante d'Atlanta. Je les regardais s'éloigner. Je les regardais marcher vers le piège que j'avais tapissé d'or et de velours. Ils pensaient aller vers leur avenir. Ils ignoraient qu'ils entraient dans un tribunal, et que j'étais le juge. Je relevai l'ourlet de ma robe. Je me tournai vers le garde de sécurité qui avait assisté à toute la scène, le visage de marbre. Escortez-les à la table 4, dis-je. Le garde hocha la tête. La table 4, madame? C'est la table centrale, juste devant la scène. Exactement, répondis-je. Je veux qu'ils aient la meilleure vue de la salle. Je me dirigeai vers les ascenseurs. Il était temps de me changer. La robe noire était faite pour l'ombre. La suivante était faite pour la lumière. Et lorsque je monterais sur cette scène, Tasha allait regretter d'avoir déchiré ma soie.
La salle de bal du Grand Marquet était un monde totalement différent du hall d'entrée où ma famille venait de tenter de bafouer ma dignité. À l'intérieur, l'air était frais et parfumé d'orchidées fraîches et de parfums de luxe. L'éclairage était tamisé et doré, conçu pour faire scintiller les diamants et donner au teint un aspect impeccable. Au centre exact de la pièce se trouvait la table 4. C'était la meilleure place, située juste devant la scène, légèrement surélevée sur une plateforme habituellement réservée au conseil d'administration. Ma famille s'y tenait comme des souverains qui venaient de conquérir un nouveau territoire. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient assis sur une trappe. Je les observais depuis les coulisses de la scène via un écran de contrôle dissimulé, mon cœur battant au rythme lent et régulier de l'attente. Ils semblaient ridicules et pourtant d'une assurance effrayante. Brad avait déjà vidé 2 coupes de champagne depuis son entrée, et l'alcool alimentait sa vantardise. Il avait légèrement desserré son nœud papillon, ce qui lui donnait l'allure négligée d'un homme qui pensait travailler plus dur que quiconque dans la pièce. Il avait acculé un homme aux cheveux gris de la table voisine. Je reconnus l'homme immédiatement. C'était Monsieur Abernathy, l'un des promoteurs immobiliers les plus conservateurs et les plus riches de l'État, un homme capable de flairer une fraude à des kilomètres. Mais Brad était trop ivre de son propre ego pour remarquer l'expression polie mais ennuyée sur le visage d'Abernathy. Brad était renversé dans son fauteuil, un bras posé sur le dossier, gesticulant avec sa coupe à moitié vide. « Vous savez ce que c'est » disait Brad, sa voix trop forte pour l'atmosphère feutrée et sophistiquée de la pièce. « Dans ce milieu, tout est question de relations. Et laissez-moi vous dire que le PDG de Nexus et moi, ça remonte à loin. Nous sommes comme des frères, vraiment. » Ma mère, Viola, se pencha en avant, hochant vigoureusement la tête. Son chapeau oscillait à chacun de ses mouvements. Elle regardait autour d'elle, cherchant désespérément à voir si d'autres personnes prêtaient attention à l'importance de son gendre. « C'est tout à fait ça, » intervint-elle. Brad est très bien introduit. Nous sommes tellement fiers de lui. Il a l'oreille de la direction ici. Brad bomba le torse. Nous avons fait un parcours de 18 trous le week-end dernier à l'Augusta National. Un type formidable, très intelligent, mais il vient me voir pour des conseils sur le terrain. Vous savez, il s'y connaît en logistique, mais moi je connais l'immobilier. Je lui ai dit, écoute, tu dois te diversifier. Tu dois te lancer dans les projets à usage mixte. C'est là que se trouve le vrai argent. Et il m'a écouté. Il s'est assis juste là dans le clubhouse et a pris des notes sur une serviette pendant que je lui exposais la stratégie pour le projet Elysium. J'observais sur l'écran Monsieur Abernathy hausser un sourcil sceptique. Vraiment, demanda-t-il d'une voix sèche. J'avais l'impression que le PDG de Nexus était un homme très discret. Je ne l'ai jamais vu sur un terrain de golf. Brad laissa échapper un rire méprisant. C'est parce qu'il ne joue qu'avec son cercle restreint. Il faut faire partie des intimes pour recevoir cette invitation. Il m'a d'ailleurs demandé de le rejoindre en tant que consultant principal. Il m'a proposé un siège au conseil d'administration, mais je lui ai dit que j'avais mon propre empire à bâtir. La famille d'abord, vous savez. Otis rayonnait. Il tapota l'épaule de Brad, le regardant avec un respect qu'il ne m'avait jamais témoigné en 32 ans. C'est ce genre d'homme qu'est Brad, dit mon père à l'adresse de la table. Un homme de famille, un homme de principe. Il a refusé un siège au conseil pour s'occuper de nous, pour bâtir un héritage pour sa femme et ses enfants. Tasha se rengorgeait, baignant dans la gloire réfléchie des mensonges de son mari. Elle prit une gorgée de son verre, le petit doigt en l'air, essayant de ressembler à la mondaine qu'elle prétendait être sur Internet. « C'est vrai, dit-elle d'une voix mielleuse. Brad est si humble qu'il ne vous le dira pas. Mais le PDG l'a pratiquement supplié. Il a dit, Brad, tu es le seul à comprendre la vision. Mais Brad préférait garder nos investissements indépendants. Nous tenons à notre liberté. Les mensonges devenaient de plus en plus élaborés de seconde en seconde. Brad bâtissait un château de cartes et de fumée, et mes parents y installaient déjà leurs meubles. Il s'attribuait l'amitié d'un homme qui n'existait pas parce qu'il supposait que le PDG était un homme. Il supposait que le pouvoir lui ressemblait. Il supposait que le succès portait un smoking de location et parlait fort. Il n'avait aucune idée que la personne dont il prétendait être le mentor était la même femme dont il venait d'insulter la robe dans le hall. Je voyais les serveurs circuler dans la salle pour resservir les verres. J'avais donné l'ordre de maintenir les verres de la table 4 pleins. Je les voulais détendus. Je les voulais confiants.
Je voulais qu'ils aient l'impression d'avoir déjà gagné. Brad se tourna vers une autre invitée, une femme d'une entreprise de technologie logistique. Il pointa la scène du doigt avec son verre. Vous voyez cette scène, dit-il en bafouillant légèrement. J'y serai l'année prochaine. Retenez bien mes mots. Une fois l'accord Elysium conclu, Nexus va vouloir s'associer publiquement avec nous. Le PDG m'a dit, Brad, je veux que tu sois le visage de notre expansion. Il sait que j'ai le charisme. C'est un homme de chiffres, un peu intello, pour être honnête. Il a besoin de quelqu'un comme moi pour vendre le rêve. Ma mère rit, ravie. Oh, Brad, tu es terrible. Ne le traite pas d'intello. C'est ton ami. Il sait que je plaisante, dit Brad en clignant de l'œil. Nous avons ce genre de relation. On se taquine. Juste des gars entre eux. La salle commença à s'assombrir. Le bavardage ambiant s'estompa tandis que les lumières de la salle passaient à un bleu profond. Un projecteur éclaira le centre de la scène, illuminant le pied du micro. Le bourdonnement du système de sonorisation signala que la cérémonie allait commencer. Mais Brad ne s'arrêta pas pour autant. Il était lancé. Il était le centre de son propre univers, incapable de sentir la gravité basculer. Il se pencha plus près de Monsieur Abernathy, ignorant le silence qui s'installait. Le fait est, chuchota Brad assez fort pour être entendu par 3 tables de distance, que le PDG est en réalité en difficulté financière. C'est le secret. Il a besoin de mes capitaux. C'est pour cela que nous sommes vraiment là. Je lui rends service. Je le rends flou. Mais ne le répétez à personne. Je ne voudrais pas le mettre dans l'embarras. La musique s'éleva, un morceau orchestral dramatique qui fit vibrer le plancher. C'était le thème que j'avais choisi spécifiquement pour ce moment, puissant, menaçant, irrésistible. Une voix grave résonna dans les haut-parleurs, « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala annuel de Nexus Logistique. » Brad continuait de parler, couvrant l'annonce, couvrant la musique. Il gesticulait de plus en plus, emporté par son délire. « Nous allons posséder cette ville, dit-il à mon père. Tu as fait le bon choix, Otis. Me donner cet argent a été la chose la plus intelligente que tu aies jamais faite. Nous allons être des rois. Veuillez accueillir, poursuivit la voix dans l'obscurité, la fondatrice et PDG de Nexus Logistique. » Brad s'interrompit pour reprendre son souffle, levant un doigt vers Monsieur Abernathy comme pour lui dire « Attendez. Regardez mon meilleur ami arriver. » Il regarda vers la scène, s'attendant à voir un homme en costume. Il s'attendait à un compagnon de golf. Il s'attendait à un sauveur. Mes parents se penchèrent en avant, impatients de voir l'homme qui allait les rendre riches. Tasha tenait son téléphone prêt à filmer le moment où la relation de son mari monterait sur scène. Le projecteur s'élargit, le rideau s'ouvrit et je m'avançai. Je fis mon entrée sous la lumière, et l'atmosphère de la pièce changea instantanément. Je ne portais pas la simple robe noire que Tasha avait saccagée dans le hall. Je portais un chef-d'œuvre architectural sur mesure en soie vert émeraude et fil d'or, structuré comme une armure et fluide comme l'eau. C'était le genre de vêtement qui ne se contentait pas d'évoquer l'argent, il affirmait le pouvoir. C'était le genre de robe que Tasha aurait vendu son âme pour effleurer du doigt, sans parler de la porter. Les diamants à mon cou accrochèrent le projecteur, projetant des éclats multicolores sur les visages de l'assistance stupéfaite. Le silence qui s'abattit sur la salle de bal était absolu. C'était un poids physique qui pesait sur chaque poitrine. Je marchais vers le centre de la scène, mes talons claquant d'un rythme régulier sur le bois verni. Je ne regardais pas le prompteur. Je ne regardais pas le conseil d'administration. Je fixais mon regard directement dans l'allée centrale, sur la table 4. Brad était pétrifié, la bouche ouverte au milieu d'un rire, sa coupe de champagne s'inclinant dangereusement dans sa main. Tasha avait lâché son téléphone, ses mains agrippant le bord de la table comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Mes parents, Otis et Viola, semblaient être des statues taillées dans la pierre grise, les yeux exorbités, le visage vidé de toute couleur. Ils tentaient d'assimiler l'image impossible qui s'offrait à eux. La fille qu'ils avaient jetée comme un déchet se tenait au sommet de la montagne qu'ils avaient passé leur vie entière à essayer de gravir. Je saisis le pied du micro. Le métal était frais sous mes doigts. « Bienvenue, dis-je, ma voix amplifiée et limpide résonnant à travers le système de sonorisation ultramoderne. Bienvenue au gala annuel de Nexus Logistique.
Je suis Zora Banks, fondatrice et PDG. Le bruit de verre brisé rompit le charme. Brad avait lâché sa coupe de champagne. Elle se fracassa contre le bord de la table, projetant des éclats de verre et du vin sur le smoking de Monsieur Abernathy. Mais personne ne bougea pour nettoyer. Personne ne jeta même un coup d'œil au désastre. Tous les regards étaient rivés sur moi. Je vis Brad articuler le mot non. Il secoua lentement la tête, tel un homme refusant d'admettre la réalité d'un tsunami alors que la vague déferle sur lui. Il fixa la scène, puis sa femme, puis revint vers moi, espérant désespérément qu'il s'agissait d'une plaisanterie, espérant que je sois l'animatrice engagée pour la soirée et non la patronne. Je poursuivis, sans jamais quitter son visage des yeux, ce soir, nous célébrons la vision. Nous célébrons la capacité à voir de la valeur là où les autres ne voient rien. Dans ce secteur, nous déplaçons des montagnes. Nous connectons le monde. Mais nous savons aussi qu'une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Je marquai une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Plus tôt ce soir, on m'a dit que ma place n'était pas dans cette pièce. On m'a dit que j'empestais la pauvreté. On m'a dit que ma présence était une tache sur la réputation d'honnêtes gens. Cela m'a été dit par un homme qui prétend être mon ami proche, mon mentor, mon partenaire de golf. Je fis un geste en direction de la table 4. Le poursuiteur, qui connaissait ses instructions, braqua un faisceau de lumière blanche sur ma famille. Ils sursautèrent sous l'éclat de la lumière qui les exposait comme des insectes sous un microscope. Brad leva une main pour protéger ses yeux, la sueur brillant sur sa lèvre supérieure. Tasha tenta de s'enfoncer dans son siège, mais sa robe rose néon faisait d'elle une cible immanquable. Monsieur Brad Miller, dis-je d'un ton conversationnel mais implacable. Vous avez parlé ce soir à tout le monde de notre amitié. Vous avez dit à Monsieur Abernathy que nous avions joué 18 trous à Augusta. Vous avez dit à mon père que je vous avais supplié de rejoindre le conseil d'administration. Vous avez dit que j'étais une personne de chiffres, une intello qui avait besoin de votre charisme. Je m'approchai du bord de la scène, le dominant du regard. J'ai une question, Brad. Si nous sommes de si bons amis, pourquoi m'as-tu proposé $500 pour cirer tes chaussures il y a 3 heures? Un hoquet de stupeur collective parcourut la salle. Il commença aux premières tables et se propagea vers le fond comme une onde de choc. Monsieur Abernathy écarta sa chaise de celle de Brad comme si la bêtise était contagieuse. La femme de l'entreprise technologique se couvrit la bouche. Brad se leva brusquement, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Attendez un instant, bafouilla-t-il, la voix brisée. C'est un malentendu. Zora, s'il te plaît. C'était une plaisanterie. Assieds-toi, ordonnai-je. Ma voix ne s'était pas élevée, mais l'autorité qu'elle dégageait le cloua sur sa chaise. Vous vouliez parler d'héritage ce soir, dis-je, m'adressant à la salle entière mais ne parlant qu'à eux. Vous vouliez parler de l'avenir, du projet Elysium. Tu as vendu un rêve à mes parents, Brad. Tu as pris les économies de leur vie. Tu as pris leur dignité et tu as tenté de me prendre ma maison. J'appuyai sur un bouton de la petite télécommande cachée dans ma main. Derrière moi, l'immense écran LED qui occupait toute la largeur de la scène s'alluma, mais il n'affichait pas de résultats trimestriels ni de prévision de croissance. La vidéo était en haute définition et d'une clarté absolue. On y voyait Tasha debout sur la pelouse de la maison de Big Mama. L'horodatage indiquait la matinée de la veille. Sa voix, aiguë et moqueuse, emplit la salle de bal. « Regardez ça », disait Tasha sur la vidéo en tenant la boîte à bijoux de ma grand-mère. Qui garde ce genre de déchets? Ça sent le moisi. L'assistance regarda dans un silence horrifié la boîte volée par-dessus son épaule pour se briser. Ils me virent debout dans mon sweatshirt, subissant ces humiliations sans dire un mot. Ils virent Brad sortir dans sa robe de chambre en soie pour me proposer le garage. Nous avons besoin de quelqu'un pour récurer les toilettes, disait Brad sur l'enregistrement, son arrogance capturée à la perfection. Tu peux être l'aide à domicile. Tasha laissa échapper un sanglot étouffé dans la salle. Elle tenta de cacher son visage, mais il n'y avait nulle part où se dissimuler. Ma mère, Viola, pleurait ouvertement désormais, se balançant d'avant en arrière sur sa chaise, les mains sur la bouche. Otis fixait l'écran, le visage déformé par l'horreur en se voyant rester là, silencieux et complice, pendant qu'il détruisait ma vie. La vidéo s'interrompit. L'écran devint noir pendant un battement de cœur. Puis un enregistrement audio commença à retentir.
C'était l'échange que j'avais eu avec Brad pendant que je cirais ses chaussures, ainsi que sa réponse terrifiée murmurée. Ce sont des contrefaçons, Brad, murmurait ma voix enregistrée. C'est une fraude fédérale. Puis un autre extrait audio fut diffusé, celui que Marcus avait capturé à l'aide d'un micro directionnel plus tôt dans la soirée à l'extérieur de l'hôtel. C'est une pyramide de Ponzi, disait la voix de Brad, claire et indéniable. Nous avons juste besoin de l'argent du vieux pour couvrir les intérêts du prêt de construction. Dès que nous aurons l'acte de la maison, nous pourrons transférer la dette à une autre société écran et déclarer faillite. Ils perdront la maison, mais nous repartirons avec un demi-million. La salle explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements. C'était un grondement sourd et indigné. C'étaient des gens d'affaires, des investisseurs, des banquiers. Ils ne détestaient rien de plus qu'un voleur dans un smoking bon marché. Otis se leva lentement. Il regarda Brad, qui tremblait si violemment que ses dents s'entrechoquaient. Le visage de mon père était ravagé par la douleur. Tu avais dit que c'était un investissement, murmura Otis, sa voix portant dans le silence soudain de la pièce. Tu avais dit que nous étions partenaires. Brad regarda Otis, puis moi, puis les sortit. C'était un rat pris au piège, et les murs étaient faits de diamants. Je n'ai pas fini, dis-je, ramenant l'attention sur la scène. L'écran changea de nouveau. Cette fois, il affichait une série de documents juridiques, d'actes, d'accords de prêt, de billets à ordre. Ils étaient agrandis pour que chacun puisse lire les petits caractères. Monsieur Miller a joué à un jeu de bonneteau, expliquai-je. Il a hypothéqué des actifs qu'il ne possède pas. Il a imité des signatures. Il a construit un château de cartes sur les fondations de la confiance de ma famille. Mais dans le secteur de la logistique, nous savons comment suivre les choses. Nous suivons les colis. Nous suivons les expéditions. Et nous suivons la dette. Je marchais jusqu'à l'extrême bord de la Seine, les dominant du regard telle une déesse de la vengeance. Je n'ai pas seulement livré le vin ce soir, Brad. J'ai livré un rachat de créances. Depuis minuit hier soir, Nexus Logistique a acquis le portefeuille de dettes douteuses de la banque régionale que vous utilisiez pour financer votre train de vie. Je pointai le document à l'écran. C'était le transfert de l'hypothèque de la maison de Big Mama. Je possède le titre de la maison, dis-je. Je possède le contrat de location du classe G. Je possède la dette des cartes de crédit que tu as utilisées pour acheter cette robe, Tasha. Je possède le prêt de construction pour le marécage que tu appelles Elysium. Le visage de Brad devint livide. Il s'effondra sur sa chaise, semblable à un pantin dont on aurait coupé les fils. Vous vouliez un bailleur de fonds, dis-je d'une voix froide et dure comme l'acier. Vous avez trouvé votre propriétaire, et je vous expulse. La réaction fut instantanée et chaotique. Tasha hurla, un cri de bête blessée face à un privilège qu'on lui arrachait. Elle se retourna contre Brad, lui griffant le bras. Tu avais dit que tu gérais la situation, hurla-t-elle, le visage déformé et hideux sous les lumières de la salle. Tu avais dit que nous étions riches. Espèce de menteur. Tu as volé mon héritage. Otis s'effondra de nouveau sur sa chaise, se tenant la poitrine. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une fausse crise cardiaque. Il semblait brisé. Il me regarda, les yeux suppliants, implorant une clémence impossible. Zora, s'il te plaît, articula-t-il. Nous sommes une famille. Je le regardais. Je regardais l'homme qui avait menacé d'effacer mon nom de la Bible. Je regardais la mère qui s'était souciée de sa réputation à l'église pendant que sa fille dormait sur un lit de camp. La famille ne fait pas de vous une servante, dis-je dans le micro. La famille ne jette pas vos souvenirs dans la boue. La famille ne vole pas votre maison. Je fis un signe à l'équipe de sécurité. Ils étaient déjà en mouvement, encerclant la table 4. Ce n'étaient pas les vigiles de l'hôtel. C'était mon équipe, des hommes imposants en costume sombre qui ne s'encombraient pas de politesse mondaine. Veuillez escorter ces intrus hors des lieux, dis-je. Ils ne disposent pas de billets valides, et assurez-vous qu'ils n'emportent pas l'argenterie. J'ai cru comprendre qu'ils traversaient des difficultés financières. 2 gardes saisirent Brad par les bras pour le relever. Il tenta de se débattre, d'invoquer ses droits, mais il faisait la moitié de la taille des hommes qui le maintenaient. Ils le traînèrent dehors, ses talons glissant sur le sol verni, ces mêmes talons que j'avais cirés quelques heures auparavant. Tasha sanglotait de manière hystérique,
essayant de rassembler sa longue traîne, tentant de préserver un semblant de dignité tandis qu'une femme de la sécurité la prenait par le coude pour la guider fermement vers la sortie. Elle se retourna vers moi, le maquillage coulant sur son visage. « Je suis ta sœur, hurla-t-elle. Comment peux-tu faire ça ?» Je me contentais de la regarder partir, le visage impassible. Je vis mes parents sortir en trébuchant derrière eux, la tête basse, incapables de croiser le regard des centaines de personnes témoins de leur déchéance. Ils quittèrent la salle de bal et sortirent de ma vie, ne laissant derrière eux que du verre brisé et l'écho de leurs mensonges. Je me tournai de nouveau vers l'assemblée. Le silence était toujours pesant, mais il était désormais empreint de stupeur. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption, dis-je en lissant la soie de ma robe. À présent, si vous voulez bien reporter votre attention sur l'écran, je souhaiterais aborder l'avenir de la logistique dans le Sud-Est. » J'appuyai sur la télécommande. Les preuves de leur trahison s'évanouirent, remplacées par un graphique affichant une forte courbe ascendante. Je commençai ma présentation. Ma voix ne trembla pas. Je ne faillis pas. J'étais Zora Banks. J'étais la PDG. Et je venais de faire place nette. Les applaudissements à l'intérieur de la salle de bal tonnaient encore tandis que je franchissais les doubles portes pour retrouver le calme et la fraîcheur du hall de l'hôtel. Je ne m'arrêtais pas pour recevoir des félicitations. Je ne m'arrêtais pas pour les journalistes qui s'agglutinaient déjà au cordon de velours. Je me dirigeais directement vers la sortie, mes talons claquant sur le marbre d'un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Je franchis les portes tambours et sortis dans la nuit humide d'Atlanta. Ma limousine m'attendait au trottoir, le chauffeur tenant la portière ouverte. Mais avant que je ne puisse monter à bord, j'entendis le bruit précipité de pas derrière moi. « Zora, attends. Zora, s'il te plaît. » C'était mon père, Otis. Il courait vers moi, la poitrine oppressée, le visage luisant de sueur. Il n'avait plus l'air du diacre impérieux qui m'avait chassé de chez lui. Il semblait petit et terrifié. Ma mère, Viola, le suivait de près, trébuchant sur ses talons, son chapeau de travers. Tasha fermait la marche, le mascara striant ses joues, sa robe rose néon ressemblant désormais à un déguisement de pacotille. Je m'arrêtai. Je ne me retournai pas complètement, j'inclinai simplement la tête, attendant la suite. Otis m'atteignit le premier, saisissant mon bras d'une main désespérée. Je me dégageai brusquement, et il recula comme s'il avait été brûlé. « Ma fille, halta-t-il. Tu dois m'écouter. » Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Brad nous a trompés. Il nous a montré des graphiques, des prévisions. Je suis un vieil homme, Zora. Je ne m'y connais pas en affaires comme toi. Il a profité de moi. Il suppliait à présent, les yeux grands ouverts et humides. Il tentait de réécrire l'histoire, essayant de se faire passer pour la victime plutôt que pour le complice. Tu l'as regardé m'humilier, dis-je d'une voix plane. Tu l'as regardé me dire de récurer les toilettes. Tu n'as pas dit un mot, papa. Tu t'es versé un autre verre de vin. C'était de la peur, balbutia Otis. J'avais peur pour ta mère. J'avais peur pour notre avenir. Mais toi, Zora, tu es notre sang. Tu es la sauveuse de cette famille. Tu dois nous aider. Tu ne peux pas les laisser prendre la maison. C'est la maison de Big Mama. Viola se jeta en avant, se tenant la poitrine. Zora, mon bébé, regarde-moi. Je suis ta mère. Je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai souffert pour toi. Est-ce que cela ne signifie rien? Nous sommes une famille. Les familles pardonnent. Nous avons fait une erreur, mais tu ne peux pas nous détruire pour autant. Tu es une enfant de Dieu, Zora. Fais preuve de clémence. De la clémence? Répétez-je. Où était la clémence quand vous avez jeté mes vêtements dans la boue? Où était la clémence quand vous avez menti sur une crise cardiaque pour me piéger? Tasha se jeta à mes pieds, agrippant l'ourlet de ma robe. La soie qu'elle avait tenté de déchirer était désormais la seule chose à laquelle elle pouvait se raccrocher. Zora, s'il te plaît, hurla-t-elle. Nous sommes sœurs. Nous avons le même sang. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais être ruiné. Mes amis, mes abonnés, ils vont se moquer de moi. Je n'aurai plus rien. Tu es riche, Zora. Tu as tellement de choses. Pourquoi ne peux-tu pas partager?
Pourquoi dois-tu être si cruel? Je l'ai regardé d'en haut. Mon père suppliant pour ses biens. Ma mère invoquant sa biologie. Ma sœur pleurant pour sa réputation. Il n'était pas désolé, il s'était simplement fait prendre. Je plongeai la main dans la pochette que je portais. Je n'en sortis pas un carnet de chèques, ni les clés d'un appartement de luxe. J'en sortis une feuille de papier. Elle était pliée et froissée, tachée d'une unique goutte de boue datant du matin de mon expulsion. C'était l'acte de cession rapide, celui que Brad m'avait imposé, celui sur lequel j'avais écrit. Marcus, mon chef de la sécurité, l'avait récupéré sur le sol du salon après mon départ. Il savait que j'en aurais besoin. Je dépliai le papier et le leur présentai. Les réverbères éclairaient les grandes lettres noires que j'avais tracées sur la ligne de signature, « Bonne chance avec la dette ». « Vous reconnaissez ceci ?» demandai-je. Otis fixa le papier, ouvrant et fermant la bouche sans parvenir à prononcer un mot. « Tu m'as dit que si je ne signais pas ce papier, j'étais morte pour vous, dis-je. Tu m'as dit que je n'étais plus une Banks. Tu m'as dit que j'étais une étrangère. » Je lissai le papier. « J'ai accepté tes conditions, papa. J'ai démissionné. » Et dans l'État de Géorgie, un accord verbal confirmé par des témoins et une intention écrite à valeur d'engagement. Vous m'avez renié. Vous avez coupé le lien, et maintenant que la roue a tourné, vous ne pouvez pas renouer le nœud simplement parce que vous êtes en train de vous noyer. Mais nous sommes une famille. Sanglota Tasha. Non, répondis-je, froide comme la tombe. Nous sommes des étrangers, et les étrangers ne paient pas les dettes des autres. Je me retournai vers la voiture. Mais Zora, hurla Viola en tendant les bras. Où irons-nous? Que ferons-nous? Cela me semble être un problème pour Brad, dis-je sans me retourner. J'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup de relations. Je montai dans la voiture et la portière se referma dans un bruit lourd et rassurant, étouffant leurs cris. Alors que le véhicule s'éloignait, je les vis dans le rétroviseur rétrécir peu à peu, jusqu'à ne plus être que de petites silhouettes sombres sur le trottoir, abandonnées dans le monde qu'elles avaient elles-mêmes créé. Les gyrophares bleus des voitures de police fendirent l'humidité de la nuit d'Atlanta, transformant l'allée de l'hôtel en un théâtre d'ombre. Ils n'étaient pas là pour réguler la circulation. Ils étaient là pour Brad. L'officier Perkins, à qui j'avais remis un dossier contenant les fausses déclarations de prêt et les preuves de fraude électronique de Brad 3 jours auparavant, s'avança, les menottes à la ceinture. Brad tenta de fuir vers le hall de l'hôtel, mais 2 policiers lui barrèrent la route. Lorsqu'ils le plaquèrent contre le capot du Classe G qu'il avait loué avec de l'argent volé, il hurla en invoquant ses droits et ses relations, mais la seule relation qui importait désormais était celle qui unissait ses poignets à l'acier des menottes qui se refermaient. Il me jeta un dernier regard, les yeux écarquillés par la prise de conscience que son arrogance avait signé des chèques que sa réalité ne pouvait pas honorer. Alors qu'il le poussait à l'arrière du fourgon, je ne ressentis rien d'autre que la froide satisfaction d'un compte enfin apuré. Tasha se tenait sur le trottoir, frissonnant dans l'air de la nuit, sa robe rose néon n'étant plus qu'un rappel grotesque de ses illusions. Elle regarda son mari être emmené. Puis elle tourna son visage baigné de larmes vers moi. Son mascara coulait en traînées noires le long de ses joues, et pour la première fois de sa vie, elle semblait minuscule. Elle s'approcha de moi, les mains tremblantes. « Zora » murmura-t-elle. Il m'a menti. Je ne savais pas. Tu dois m'aider. Je n'ai nulle part où aller. Ils vont fermer la maison. Où suis-je censé dormir? Je fis un geste à l'attention de Marcus. Il me tendit une épaisse enveloppe Kraft. Je ne lui donnai pas de chèque. Je ne lui donnai pas les clés d'un appartement de luxe. Je lui tendis l'enveloppe. Tasha la déchira, parcourant le contenu du regard, espérant désespérément un sursis. Elle en sortit un unique document agrafé. C'était une demande d'emploi. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix brisée. « C'est une offre d'emploi, Tasha, dis-je, ma voix dénuée de pitié. Nexus Logistique recrute en permanence. Nous avons besoin de préparateurs de commandes pour l'équipe de nuit. Le salaire de départ est de $15 de l'heure. C'est un travail honnête. Tu restes debout pendant 10 heures. Tu soulèves des cartons. Tu transpires. C'est exactement le genre de travail pour lequel tu te moquais de moi, mais cela paie le loyer. » Elle fixa le papier comme s'il était contaminé. « Tu veux que je travaille dans un entrepôt? Je suis une influenceuse.
J'ai une image de marque. Ton image de marque, c'est la faillite, la corrigez-je. Je me tournai vers mes parents. Otis et Viola étaient blottis l'un contre l'autre près d'un bac à fleurs en béton, semblables à des fantômes hantant leur propre vie. Ils avaient vieilli de 10 ans en 10 minutes. Mon père ne pouvait croiser mon regard, fixant ses chaussures. Ma mère pleurait doucement, serrant son chapeau de messe. Je m'approchai d'eux. Je ne leur offris pas d'embrassade. Je ne leur offris pas de réconfort. Je leur offris une solution. J'ai pris des dispositions, dis-je. Il y a une structure appelée Shady Grove à la périphérie de la ville. C'est une résidence de retraite. C'est propre, c'est sûr, et c'est payé. Otis leva les yeux, une lueur d'espoir brillant dans son regard. Est-ce que c'est bien? C'est convenable, dis-je. C'est une chambre partagée. Les repas sont fournis. Vous aurez un toit et un lit. J'ai payé les frais pour les 5 prochaines années. C'est plus que ce que vous m'avez fourni lorsque vous m'avez laissé dormir sur un lit de camp dans le sous-sol. Viola s'avança pour me toucher le bras, mais je reculai, hors de portée. Zora, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas simplement venir habiter avec toi? Tu as tellement de place. Nous pourrions être une famille à nouveau. Nous pourrions repartir à zéro. Cette option a expiré le jour où vous avez jeté la photo de ma grand-mère dans la boue, dis-je. Je vous évite la rue uniquement parce que je ne veux pas que les gros titres affirment que la PDG de Nexus laisse ses parents mourir de faim. Je le fais pour mon nom, pas pour vous. Je fis signe à une berline qui s'était garée derrière la limousine. La voiture va vous y conduire ce soir, dis-je. Vos affaires de la maison seront emballées et vous seront envoyées demain. N'essayez pas de me contacter. Le numéro que vous avez pour m'appeler a été désactivé. L'accueil de Shady Grove a pour instruction de ne pas transférer d'appel vers mon bureau. Mais Zora, supplia mon père, la voix brisée. Nous sommes de ton sang. Et c'est l'unique raison pour laquelle vous ne dormez pas dans un foyer ce soir, répliquai-je. Au revoir, Otis. Au revoir, Viola. Je les regardais monter dans la voiture. Ils se déplaçaient lentement, écrasés sous le poids de leurs regrets. Alors que le véhicule s'éloignait, se fondant dans la circulation d'Atlanta, je sentis le dernier lien se rompre. L'obligation, la culpabilité, le besoin désespéré de leur approbation, tout avait disparu. J'avais coupé le membre malade pour sauver le corps. Je me glissai de nouveau sur le siège en cuir de la limousine, la portière se refermant dans un bruit lourd et rassurant qui isolait du bruit de la rue. La vitre de séparation s'éleva en silence, me séparant du chauffeur et créant un cocon de luxe et de calme. Je me versai un verre de vin rouge d'une carafe en cristal. Ma main était ferme. Je pris une gorgée, laissant les notes complexes de ce grand cru s'installer sur ma langue. Cela avait le goût de la victoire. Cela avait le goût de la paix. Je regardais par la vitre teintée la ville d'Atlanta défiler, un ruban d'or et de néon se découpant sur l'obscurité. Je m'attendais à ressentir de la tristesse. Je m'attendais à ce vide douloureux de l'orphelinat dont les gens parlent toujours lorsque les familles se déchirent. Mais j'interrogeai mon cœur et n'y trouvai qu'un vaste espace libéré de toute anxiété. Je n'étais pas lourde, j'étais légère. J'avais passé 32 ans à tenter d'acheter leur amour par mon obéissance et mon silence. Ce soir, j'avais acheté ma liberté grâce à la vérité. Il représentait un mauvais investissement, et j'avais enfin coupé mes pertes. Le téléphone dans la console centrale vibra. L'écran s'alluma, affichant un identifiant de l'appelant qui fit s'accélérer mon pouls de la meilleure des manières, Amazon Logistic Global Partnerships. Il était 22 heures. Ils appelaient tard, ce qui signifiait qu'ils étaient sérieux. Cela signifiait que l'accord était encore plus important que prévu. Je posai mon verre de vin. Je m'éclaircis la gorge. Je ne regardais pas en arrière vers l'hôtel où ma sœur tenait une demande d'emploi, ni vers l'autoroute où mes parents étaient conduits vers une chambre partagée. Je regardais vers l'avant, vers la ligne d'horizon que je contribuais à dessiner. Je décrochai le téléphone. Ma voix était forte, mon autorité absolue. Ici Zora Banks, dis-je. Parlons affaires. On nous apprend que la famille est tout, que nous devons tout endurer pour préserver la paix. Mais parfois, le poison le plus toxique vient de la main qui a bercé le berceau. Se libérer n'est pas une question de haine, c'est une question de préservation de soi.
Vous ne pouvez pas bâtir un château si vous devez constamment réparer les fondations que votre propre famille s'efforce de détruire. Si vous vous accrochez à des personnes qui vous font du mal simplement parce que vous partagez le même nom de famille, que ceci soit le signe que vous attendiez pour lâcher prise. Votre réussite est la plus belle des revanches, et votre paix d'esprit est le luxe ultime. Merci d'avoir suivi mon parcours. Si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous sauver, partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres vérités et souvenez-vous, vous êtes le PDG de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre s'asseoir dans le fauteuil de direction. On nous enseigne souvent que la famille est tout, un sanctuaire où la tempête s'arrête au seuil de la porte. Mais le parcours de Zora nous rappelle une vérité brutale, parfois, le partage du sang ne garantit pas la loyauté. Et les blessures les plus profondes viennent des personnes même que nous aimons. Poser des limites et lâcher prise n'est pas un acte de trahison, c'est un acte de survie indispensable. Vous ne pouvez pas bâtir votre propre empire sur des fondations constamment sapées par d'autres. Si vous avez déjà dû faire le choix douloureux entre votre dignité et vos liens familiaux, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous rejoindre et diffuser la force de la résilience et de la réappropriation de sa propre valeur.